Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Favoriser l'embauche de jeunes en CDI tout en maintenant l'emploi des seniors dans les entreprises. Voilà pour l'objectif des contrats de génération qui sont débattus cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Ce projet phare de François Hollande a déjà été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Hier, devant les sénateurs, Michel Sapin, ministre du Travail, a estimé qu'avec ce texte, le gouvernement entendait poursuivre sa bataille pour l'emploi. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle pour suivre l'examen de ce texte. Bon après-midi à tous. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Je n'en vois pas. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai le profond regret de vous faire part du décès de notre collègue Monsieur René Vestry, survenu ce matin. Il avait été élu sénateur des Alpes-Maritimes le 21 septembre 2008. Son éloge funèbre sera prononcé ultérieurement. Au nom du Sénat, je souhaite exprimer nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et au groupe UMP. Mes chers collègues, par courrier en date du 6 février, Madame Eliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain et citoyen, a demandé que les projets de loi autorisant l'approbation de l'accord France-Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba, relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale et l'approbation de l'avenant à la Convention France-Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions, inscrit à notre séance de demain, jeudi 7 février, soit examiné en séance publique selon la procédure normale et non selon la procédure simplifiée. Acte est donc donné de cette demande. Dans la discussion générale commune, le temps attribué aux orateurs des groupes politiques sera de 1 heure. Le délai limite pour les inscriptions de parole est fixé demain à 11 heures. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Je n'en vois pas. Il est donc ainsi décidé. Par ailleurs, par lettre en date du 6 février, le gouvernement a demandé l'inscription à l'ordre du jour du mardi 12 février, l'après-midi, de la suite du projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transport et de la proposition de loi relative à la prorogation du mécanisme de l'éco-participation répercutée à l'identique et affichée pour les équipements électriques et électroniques ménagers, dont l'examen était prévu le jeudi 14 février. Le soir, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant création du contrat de génération, éventuellement de la suite de l'ordre du jour l'après-midi. Acte est donné de cette communication. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée portant création du contrat de génération. Je vous rappelle que la discussion générale a été close. Nous passons donc à la discussion du texte en commission et donc de l'article 1er. Je suis saisi de plusieurs prises de parole, dont celle de Madame Génisson au titre du groupe socialiste. Elle n'est pas là. Donc, Madame Michèle Meunier ou Monsieur Le Maine, c'est Monsieur Le Maine qui remplace Madame Génisson. Monsieur Le Maine, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous voilà réunis aujourd'hui pour examiner le contrat de génération, qui, je vous le rappelle, était l'engagement numéro 33 du programme du Président de la République. Il s'agit de répondre à une des préoccupations majeures des Françaises et des Français, l'emploi. Le gouvernement, confronté à une situation sans précédent en matière économique et sociale, a engagé dès son arrivée la bataille de l'emploi avec pour objectif d'inverser la courbe du chômage. Cette bataille s'appuie tout d'abord sur une méthode, la valorisation du dialogue social et la mobilisation concertée et complémentaire de tous les acteurs et actrices concernés, et ça marche.
Cette bataille articule une logique offensive et défensive à travers une véritable politique de l'emploi. Je vous rappelle la création des emplois d'avenir, votée à l'automne dernier, la garantie jeune, annoncée à l'occasion de la grande conférence sur la lutte contre la pauvreté, le renforcement et l'allongement des contrats aidés. Et enfin, le contrat de génération qui nous réunit cet après-midi. Il s'agit d'intervenir de manière forte et volontariste en faveur des personnes les plus exposées, les jeunes et les seniors, car ces deux catégories sont aujourd'hui condamnées au chômage dans notre pays. Les chiffres sont frappants, vous les connaissez, je les rappelle tout de même. 24% des personnes de moins de 26 ans sont sans emploi. Et en parallèle, le taux d'activité des personnes de plus de 65 ans stagne à 45%. Ces chiffres sont mauvais et nous placent parmi les mauvais élèves au sein de l'Union européenne. L'originalité du contrat de génération réside dans le fait qu'il relie ces deux réalités, le difficile accès au marché du travail pour les jeunes et le maintien dans l'emploi des seniors. Le contrat de génération se propose de composer une solution durable pour les uns et les autres en privilégiant la transmission des connaissances et des compétences. C'est bien ce que propose l'article 1er de ce projet de loi. Évidemment, ce dispositif ne réglera pas tout à lui seul, tous les problèmes concernant l'emploi. Il nous faut multiplier les possibilités d'accès à l'emploi tout en soutenant l'activité économique dans un environnement national et international difficile à plus d'un titre. Mais le pire serait de nous résigner et de céder à la fatalité. Non, nous devons poursuivre notre soutien en proposant de nouveaux outils pragmatiques, efficaces et solidaires avec celles et ceux qui souffrent et qui doutent de l'avenir. Cet outil repose sur un pacte entre les générations et doit maintenir dans l'emploi 5 millions de salariés partant en retraite d'ici à 2020 et faciliter l'entrée dans la vie active de 6 millions de jeunes. Ce n'est pas rien, chers collègues, ce n'est pas rien. Il vise aussi à changer notre regard sur les âges, à agir au cœur même des entreprises, notamment en encourageant la transmission des compétences et à refaire du CDI la norme dans le monde du travail. Outre la question de la transmission des savoirs, le contrat de génération donne toute son importance à la formation, et j'insiste, permettant ainsi aux jeunes salariés de bénéficier d'un véritable parcours qualifiant dans l'entreprise. Mais dans notre pays, la réalité des petites entreprises et des grandes entreprises est bien différente. Aussi, ce dispositif introduit des modalités spécifiques en fonction de la taille des entreprises, ce qui permettra une meilleure adaptation aux réalités et aux besoins des employeurs et des salariés. Et si le contrat de génération est le fruit du dialogue entre partenaires sociaux, il laisse lui-même une très large place à la négociation au sein même de l'entreprise, ce qui est très bien. Dans les structures de plus de 300 salariés, la négociation sur l'emploi des jeunes et des seniors, ainsi que sur la transmission des compétences, est fortement encouragée. Nul doute que ce changement de culture et de méthode sera productif, j'en suis certain. Pour terminer, j'aimerais former le vœu que ce contrat de génération aura à cœur, à son niveau et à son échelle, de respecter les engagements du gouvernement en termes d'égalité entre les femmes et les hommes au niveau de l'emploi. Car au sein même des entreprises de notre pays, il nous faudra agir pour réduire les écarts en matière d'accès à l'emploi. Accès toujours plus compliqué, toujours plus difficile pour les femmes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Dialogue social, protection des salariés, création d'emplois, formation, transmission des savoirs et des compétences, égalité entre les femmes et les hommes, voilà un cocktail pragmatique et efficace pour renouer avec l'espoir en matière d'emploi. Je ne doute pas que les entreprises françaises, petites et grandes, seront utilisées à bon escient ces nouveaux dispositifs dans le cadre de leurs responsabilités économiques et sociales. Monsieur le ministre, je tiens à vous assurer du soutien des sénateurs et sénatrices socialistes pour mener et remporter à vos côtés la bataille pour l'emploi. Merci, Monsieur Le Maine. La parole est à Madame Michèle Meunier. Alors, la parole est à Monsieur Georges Labazée. Il a fait les deux, hein? Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'ai eu l'occasion d'évoquer mon propos en commission, donc je vais le réitérer pour Monsieur le Ministre, pour rappeler qu'il serait important, dans un souci de coordination et de mise, disons, en commun des moyens des collectivités
territoriales et de l'État que dans la mise en œuvre du dispositif concernant ces contrats de génération, et je dis lorsque le texte, qui je n'en doute pas, sera approuvé, que dans sa mise en œuvre soient menées les meilleures coordinations possibles avec les départements ou les régions et les départements qui ont mis en œuvre beaucoup de dispositifs, souvent efficaces, mais qui méritent d'être soutenus concernant en particulier les TPE, concernant les petites entreprises, lorsqu'il s'agit de la mise en œuvre de la succession, du remplacement, disons, du chef d'entreprise. Et tout cela a fortement imprégné nos débats. Donc, Monsieur le Ministre, je souhaite que ce dispositif, que soit, disons, mis en exergue, soit, disons, aussi identifié, région par région ou département par département, toutes les institutions qui ont fait un effort majeur justement pour assurer les successions dans les entreprises, que nous puissions bien coordonner, que l'action de l'État soit maintenant bien coordonnée avec les collectivités territoriales dans un souci d'efficacité. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Yves Daudigny. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous tous qui sommes localement en responsabilité, en région, dans nos départements, nos cantons, nos communes, savons combien il est difficile de favoriser le maintien et d'aider à la création d'emplois. Des 3 départements en Picard, l'Aisne est le plus fragilisé, avec un taux de chômage qui atteint 14,4, je me demande malheureusement si ce n'est pas 14,5 le dernier, soit 4 points au-dessus de la moyenne nationale, mais près de 6 points supérieurs dans la zone de Saint-Quentin et de 7 points en Thiérache. Or, ce projet, associé aux mesures déjà prises, constitue incontestablement un espoir. Et il réalise d'ores et déjà un grand progrès, sans même préjuger de sa portée, souhaitée de tous, vous dans l'opposition, je le pense, comme nous dans la majorité. C'est en effet déjà un grand progrès que d'avoir su réinstaller le dialogue social et restaurer la dynamique de la négociation. D'avoir proposé et engagé sur plusieurs fronts en même temps un ensemble de mesures cohérentes. D'avoir enfin substitué à une approche d'opposition entre les âges, celle d'une valorisation de leur complémentarité. C'est aussi déjà un grand progrès que le choix de ce gouvernement d'agir en même temps sur tous les leviers possibles en faveur de l'emploi. Le contrat de génération n'est en effet pas une mesure isolée, mais un des pans de l'ensemble de la politique pour l'emploi déclinée dès après l'alternance. Avec la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, l'accord national interprofessionnel unanime d'octobre suivant qui fonde ce projet, puis les contrats d'avenir mis en œuvre par la loi du 26 octobre, entre-temps le renforcement des équipes de Pôle emploi, l'adoption du crédit impôt compétitivité, à venir la traduction du récent accord national interprofessionnel pour la sécurisation du marché du travail. Et c'est encore un autre grand progrès que celui du pragmatisme, qui permet une mise en œuvre différenciée pour s'adapter aux réalités de chaque entreprise. Le choix d'aides ciblées et conditionnées en faveur des TPE et PME ne peut qu'être favorable, notamment à la transmission d'entreprises artisanales et agricoles qui sont un enjeu majeur pour nos territoires ruraux. Nous devons également approuver, outre la mise en complémentarité des compétences plutôt que leur mise en concurrence, la prise en compte des salariés handicapés, quel que soit leur âge. S'agissant des modalités de mise en œuvre, je rappellerai simplement le résultat qualitatif très formel de la négociation instituée au sein des entreprises sur l'emploi des seniors par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, faute que soit prévu un contrôle de conformité a priori. Au moment d'aborder l'examen de la disposition phare de ce projet de loi, je voudrais, alors je ne sais pas si j'utilise le conditionnel ou le futur, parce que j'ai écouté les interventions hier, je voudrais saluer nos collègues sénatrices et sénateurs de l'opposition. À l'Assemblée nationale, vos amis députés ont en effet choisi de déposer et défendre, avouons-le laborieusement, 2 motions de rejet préalable et de renvoi en commission, puis un amendement de suppression de cet article 1er. Tel n'a pas été votre choix, mes chers collègues, et cela devait être souligné.
D'ailleurs, malgré ces demandes préalables de rejet et de suppression, le vote de l'opposition à l'Assemblée a été très partagé. Critique laborieuse, en effet, ai-je dit, car les raisons présentées en faveur du rejet n'ont pas convaincu et ne sont pas convaincantes. L'impact de ce projet serait d'ores et déjà obéré par les choix de politique économique. Il ne constituerait qu'une réponse partielle aux attentes de la jeunesse, serait assez peu intergénérationnel. La procédure accélérée maltraiterait le Parlement. Bref, aucune critique finalement sur le fond du texte et sur le dispositif lui-même, sinon à la marge. Dispositif que Jean-Pierre Door, à l'Assemblée, qualifie spontanément de, je cite, « belle idée » en défendant sa motion de renvoi en commission. Ce projet est connu depuis octobre dernier. Personne ne peut prétendre être aujourd'hui pris de court. Est-il utile que je poursuive dans l'énumération de certaines contradictions? Personne ne conteste, en tous les cas, la gravité de la situation, non plus que l'urgence à agir. L'idée du contrat de génération fait elle-même unanimité. Cela a été reconnu sur tous les bancs. Nombre d'entre nous ont aussi témoigné de la très forte attente que suscite ce projet dans nos circonscriptions. Aussi, mes chers collègues, j'ai presque envie de vous dire très simplement et en conclusion, allons-y ensemble dans cette bataille pour l'emploi. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Roland Courteau. Merci, Monsieur le Président. S'il y a un domaine où le mot urgence prend tout son sens, urgence sociale, urgence économique, c'est bien celui de la lutte contre le chômage, c'est bien celui de l'emploi. Toutes nos forces doivent être tendues vers ces objectifs. Comment en effet ne pas réagir quand on constate que l'entrée dans le monde du travail pour les jeunes commence par l'expérience de la précarité, par le temps partiel subi, par les petits boulots suivis de périodes de chômage, mais aussi par les très basses rémunérations. Comment ne pas réagir quand, à l'autre extrémité de la pyramide des âges, le taux de chômage des seniors est dramatiquement haut. Et au-delà de la souffrance, on pourrait parler de véritable gâchis des compétences et des talents. Bref, il n'est plus possible d'accepter que la période de la vie active durant laquelle l'emploi est stable et convenablement rémunéré soit de plus en plus courte et se situe entre 27 et 55 ans. Il était donc important et urgent de se préoccuper des deux extrémités de la pyramide des âges en favorisant l'accès à l'emploi pour les jeunes et le maintien dans l'emploi pour les seniors. Les contrats de génération sont une réponse à cette double préoccupation, même s'il convient de préciser que la politique de lutte contre le chômage ne saurait se résumer au seul contrat de génération. Mieux, ce qui caractérise aussi les contrats de génération, c'est l'alliance des âges. En fait, le caractère innovant du dispositif, c'est bien le binôme des salariés. Oui, mes chers collègues, je considère que les contrats de génération, comme vient de le dire Yves Daudigny, constituent bien l'un des leviers permettant d'atteindre les objectifs fixés par le Président de la République, c'est-à-dire inverser la courbe du chômage fin 2013. Et je pense très sincèrement, au-delà de leur caractère innovant, que leur force principale, c'est d'être issus du dialogue social. Le dialogue social devant être, comme cela a été dit, à la fois un principe, mais aussi une méthode. Excellente méthode, d'ailleurs, Monsieur le Ministre, que celle qui a été choisie pour réformer notre modèle de relations sociales. Mais il y a encore mieux, car l'on pourrait aussi parler de révolution sociale, culturelle, économique. En effet, les contrats de génération ont aussi pour finalité de créer un ciment transgénérationnel au sein de l'entreprise et pourquoi pas au-delà avec la transmission des savoirs et des compétences. Enfin, et c'est aussi un objectif ambitieux,
Ce dispositif, ce binôme de salariés devrait encourager les entreprises à œuvrer en faveur d'une véritable dynamique de gestion active des âges et non pas de gestion par les âges. L'autre point positif du contrat de génération, c'est l'aide dont pourra bénéficier un chef d'entreprise senior qui envisagerait d'embaucher un jeune en CDI avec pour objectif de lui transmettre ensuite son entreprise. Et là, bien sûr, ce sont les entreprises artisanales qui sont concernées. J'en termine, Monsieur le Président. Oserais-je dire que ces contrats de génération peuvent être d'excellents accélérateurs du recrutement pour chacune des extrémités de la pyramide des âges, les jeunes et les seniors. Oserais-je dire qu'enfin est remis au goût du jour la solidarité intergénérationnelle. Les jeunes seront considérés comme des acteurs à part entière et les seniors seront confortés dans leur aspiration à rester actifs. Décidément, c'est là un très bon projet de loi dans la bataille pour l'emploi qui est engagée, un projet qui recueille, Monsieur le ministre, notre total soutien. Merci. Monsieur le ministre, non. On va laisser les différents orateurs et je vous donnerai la parole après, Monsieur le ministre. Monsieur Desessert. Oui, mais parce que hier soir, Monsieur le ministre, lorsque, en fin de soirée, vous avez dit que vous vouliez dire quelques mots pour nous permettre de passer une nuit tranquille. Malheureusement, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit, Monsieur le ministre, et je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai réfléchi, je suis comme ça, moi. Le ministre dit quelque chose le soir, ensuite j'y réfléchis, j'y pense. Monsieur le ministre, vous nous avez dit, oui, vous comprenez, des contrats génération, 100 000 par an. Vous nous avez dit, c'est pas qu'on va créer 100 000 emplois, mais ça va permettre aux entreprises hésitantes de faire le pas. C'est pas ça qui m'a troublé, Monsieur le ministre. Mais j'ai voulu compléter, parce que j'ai réfléchi, j'ai dit l'effet d'aubaine dont on parle. On dit oui, mais les entreprises, elles auront embauché quand même. Mais elles auront embauché comment, les entreprises? Peut-être en CDD. Alors qu'on a montré qu'il était important pour les jeunes d'avoir un contrat à durée déterminée pour avoir un logement, pour avoir une vie d'adulte épanouie. Si ça permet de transformer, grâce à cet effet d'aubaine, le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, c'est encore mieux, Monsieur le ministre. Voilà à quoi je passe mes soirées après les débats en hémicycle. J'ai réfléchi et j'ai même continué. Et j'ai dit, c'est quand même intéressant ce qui se passe. Parce que ça oblige l'entreprise à réfléchir, à savoir comment elle s'organise. Madame Debré, vous avez dit, vous mettez des contraintes aux entreprises. Mais enfin, l'entreprise, vous qui dites, comme nous d'ailleurs, ce n'est pas d'abord l'argent, ce n'est pas d'abord l'économie, mais c'est le social, c'est l'homme d'abord, ou la femme. Eh bien, on tient compte de la réorganisation de l'entreprise, on tient compte de la transmission du savoir, et on tient compte du rôle de l'entreprise dans la société. Et voilà à quoi servent les contrats de génération, non simplement à convaincre les hésitants, Monsieur le ministre, mais à assurer aux jeunes un CDI, lorsque c'est possible, à faire le pas. Et ça permet à l'entreprise à réfléchir à son rôle social dans la société. Mais je ne m'arrêterai pas ici. Parce qu'ensuite, Monsieur le ministre, vous avez vu que j'ai réfléchi. J'ai peu dormi, Monsieur le Président, je n'y peux rien. J'ai réfléchi. Et Monsieur le ministre, vous avez dit, je suis dans l'action. Et bravo. Mais j'ai réfléchi comment faire en sorte que cette action ne soit pas de l'agitation, parce qu'on a connu ça sous le septennat précédent, enfin le quinquennat précédent, où on se déplaçait, on était dans l'action. Il faut rester dans l'action et pas dans l'agitation. Et pour éviter que ça soit de l'agitation, comme je l'ai dit lors de mon intervention générale hier, il faut éviter que simplement on embauche les jeunes, cette fois-ci, les seniors, cette fois-là, et ensuite que ce soit d'autres personnes qui sont expulsées. Parce qu'un projet de gauche ne peut accepter que personne ne soit au chômage,
qu'il ait 20 ans, qu'il ait 57 ans, qu'il ait 60 ans ou qu'il ait 35 ans. On sait les dégâts que crée le chômage. Encore une personne s'est suicidée parce qu'il avait des problèmes d'argent il y a quelques jours. On ne peut accepter que ce soit un jeune, un ancien ou une personne, disons, dans la maturité. On ne peut accepter personne. Donc, Monsieur le ministre, que ce projet ait une cohérence, que nous réfléchissions ensemble à une réorganisation de l'économie, que nous réfléchissions ensemble à d'autres relations sociales, que nous réfléchissions à une société de coopération, et je vais finir, que ces contrats de génération soient l'amorce d'une réflexion éco-socialiste que nous pourrons avoir ensemble comme vision de société et comme projet pour nos citoyens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Desessard. Madame Procaccia. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'avoue que moi, j'ai dormi sans problème et sans penser au contrat de génération, même si la prise de parole sur cet article 1 concerne effectivement l'article 1 et pas, comme mes collègues, le contrat de génération. Vous nous aviez bien signalé, Madame le rapporteur, Monsieur le Ministre, que ces contrats de génération étaient d'abord et avant tout destinés à ces jeunes, puisque maintenant nos jeunes doivent attendre des années et des années avant d'avoir un CDI, et nous le regrettons tous. Ils accumulent des CDD successifs, des périodes de chômage, des intérims, avant d'obtenir effectivement ce fameux CDI. Mais nous n'avons pas parlé et peu évoqué de la situation des stagiaires. Or, les stagiaires, sur tous ces rangs, Monsieur le Ministre, et depuis de nombreuses années, nous nous en préoccupons et nous avons fait avancer la législation pour les stagiaires. Je ne comprends pas pourquoi, dans les catégories des contrats de génération, les stagiaires ont été exclus. Nous savons bien que les jeunes font des stages, un stage, deux stages, souvent des stages de 6 mois, des stages qui peuvent être de 1 an, avant éventuellement d'avoir un CDD et avant de passer en CDI. Pourquoi ne pas avoir voulu inclure les stagiaires dans le contrat de génération? Naturellement, vous vous en doutez, j'ai essayé de déposer un amendement co-signé par un certain nombre de mes collègues, mais le couperet de l'article 40 est tombé. Or, il me semble, sur cet article 40, je m'interroge parce que le gouvernement a prévu un budget et une enveloppe maximale. Donc, si les stagiaires étaient intégrés, ce n'est pas pour autant que l'enveloppe serait dépassée. Et alors, même si tel était le cas, et en tout cas par rapport au vote qui sera le mien sur cet article premier et sur le contrat, j'aimerais savoir quelles sont vos intentions. Est-ce que vous avez l'intention de pouvoir faire une place aux stagiaires qui travaillent déjà, enfin qui sont déjà stagiaires dans cette entreprise ou non? Est-ce que vous voulez faire évoluer? Et si vous ne voulez pas intégrer les stagiaires, j'aimerais bien que vous puissiez me dire pour quelles raisons ils ont été exclus. Je ne participe pas aux ANI et c'est vrai que je ne l'ai pas regardé de très près. Ma deuxième remarque sur le schéma général des contrats de génération, je vous l'ai fait en commission, c'est que je regrette un petit peu cet âge de 57 ans, parce que 57 ans, c'est montrer du doigt des personnes en disant aux entreprises, 57 ans, ils sont vieux. D'abord, je pars du principe que maintenant, l'âge de la retraite, c'est 62 ans. Donc 57 plus 3 ans, ça fait 60 ans. Ça veut dire qu'à 62 ans, on les vide. Donc, vous suggérez qu'ils sont des personnes âgées. Donc, la logique, si c'est pour les amener jusqu'à l'âge de la retraite, serait que ce ne soit pas 57 ans, mais 59 ans l'âge. Mais surtout, plutôt que de maintenir dans l'emploi, j'aurais aimé que l'on dise plus précisément dans la rédaction, même si c'est induit, que c'est aussi l'embauche des plus de 57 ans, si vous tenez à cet âge, ou de 55 ans, que c'est aussi l'embauche. Or, la rédaction, et nous y reviendrons tout à l'heure, est assez alambiquée, et je pense que ce n'est pas un signe assez fort pour l'embauche des personnes de 55, 57, 59 ans et plus. Merci. Monsieur Lenoir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux d'abord réagir à ce qu'a dit Jean Desessard. Je m'adresse à lui, mais je pense qu'il est parti se reposer. Mes chers collègues, je ne peux pas accepter, nous ne pouvons pas accepter
d'entrer dans cette démonstration, qui n'est d'ailleurs pas celle du ministre, qui consiste à dire « nous, à gauche, on ne peut pas accepter qu'il y ait du chômage », laissant entendre que ce n'est pas un problème qui interpelle également les élus de droite. C'est un problème national, c'est un problème qui nous engage tous, car nous sommes des responsables politiques. Donc je ne veux pas que M. de Cessart soit le seul à pouvoir dire dans cet hémicycle qu'il est porteur d'une volonté qui ne serait pas partagée par ceux qui siègent ici dans l'opposition et à droite singulièrement. Deuxièmement, ce qu'a dit Catherine Procaccia est tout à fait juste. Nous avons un vrai problème de stage en France. Combien de fois nous rencontrons des jeunes qui ont besoin d'ailleurs d'un stage pour accompagner leur formation initiale, pour simplement avoir un contrat d'alternance, et qui n'arrivent pas à ouvrir les portes des entreprises. Les entreprises semblent rétives, semblent frileuses à l'idée de former des jeunes dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou tout simplement d'un stage. Or, souvent, ces jeunes se retrouvent réduits, quand on parle de stage, à une présence sur la pointe des pieds dans une entreprise pendant quelques jours, voire pendant quelques semaines. Ils n'apprennent rien. C'est d'ailleurs une charge pour l'entreprise. Donc, Monsieur le ministre, nous souhaiterions disposer de signes forts laissant entendre que ce problème est pris en compte dans le cadre du projet de loi que nous sommes en train de discuter. Je vous en remercie. On va faire une question orale un matin ou un truc. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Juste quelques éléments de réponse. D'abord, pour remercier tous ceux qui, de nouveau, sont intervenus pour souligner les caractéristiques de ce contrat de génération et donner leur appui à la démarche et le plus souvent au texte, même si, comme tout texte, celui-ci est également perfectible. Je voudrais donner juste quelques éléments de réponse. Monsieur Labazé, oui, qui est là-bas, Monsieur le Président, comme en commission, vous avez posé la question qui est très importante de la compatibilité, de la connexité et au fond de la capacité des politiques nationales et locales de se renforcer l'une l'autre pour atteindre le meilleur résultat possible. C'est vrai sur les emplois d'avenir, évidemment, puisque nous avons absolument besoin, pour réussir les emplois d'avenir, d'une très bonne coordination avec les régions, de manière à ce que les programmes de formation, il n'y a pas que elles qui sont concernées en termes de formation, mais les programmes de formation soient adaptés. C'est vrai, s'agissant toujours des régions, pour ce qu'on a appelé parfois d'une manière générique des emplois tremplins, disons l'appui à la création d'emplois associatifs, de manière à ce que ce soit bien coordonné avec le dispositif emploi d'avenir. Mais c'est également vrai, et c'était le sens de votre question, dans le cadre du contrat de génération, tout particulièrement pour les politiques de transmission, d'accompagnement, de transmission de ces entreprises. J'ai été président d'une région où la question de la transmission de ces petites entreprises se pose, comme dans toutes les autres régions de France, et effectivement, nous avions mis, comme d'autres régions, en place des dispositifs d'accompagnement. Donc je pense qu'il appartiendra aux collectivités territoriales de prendre en compte le contrat de génération tel qu'il est pour ensuite adapter leur politique. Ça me permet de redire ici très fermement et très clairement que l'emploi, politique de l'emploi, c'est une responsabilité de l'État. Ça doit rester une responsabilité de l'État, mais que par définition, la situation de l'emploi sur son territoire concerne les collectivités locales au niveau de leur propre territoire. Les communes, évidemment, les départements, évidemment, les régions, évidemment. Et donc la nécessaire coordination de ces politiques est gage d'une bonne efficacité. C'est ce que je souhaite voir mis en œuvre sur l'ensemble du territoire de France. Sinon, sur les autres questions qui ont été posées, bon, bien sûr, il y a des questions dont nous aurons à débattre amendement après amendement. Mais, Madame, nous avons eu ce débat sur est-ce que fixer une borne d'âge, c'est montrer de doigt? Non, c'est simplement fixer les possibilités d'application d'un texte de loi. C'est vrai aujourd'hui, comme c'était vrai hier. Car objectivement, les bornes d'âge, comme l'on dit, que ce soit 25 ans, que ce soit 50 ans, que ce soit 55 ans, que ce soit 57 ans, que ce soit 60 ans, que ce soit 62 ans, âge de départ à la retraite, paraît-il, on fixe bien des bornes d'âge pour pouvoir appliquer les textes et les dispositions. Ça n'est pas montrer du doigt, ça n'est pas
traiter de, je ne sais pas quoi, trop âgé, telle ou telle catégorie. C'est simplement permettre une mise en musique normale et habituelle de l'ensemble de nos dispositifs. Voilà, 57 ans, c'est le principe d'une manière générale. Si à 60 ans, au bout de 3 ans, le jeune ayant fini de bénéficier de l'aide, la personne veut rester jusqu'à 62 ans, départ à la retraite, tant mieux. Un autre jeune, d'ailleurs, pourra faire couple avec lui-même et permettra toujours à cette personne plus âgée, à cet aîné, de faire bénéficier l'entreprise d'un contrat de génération. Il ne perd pas sa valeur, entre guillemets, sous prétexte qu'il aurait pris simplement 3 ans de plus. Au contraire, il peut s'être bonifié, y compris dans l'accompagnement du jeune et dans la capacité à accompagner le jeune dans l'entreprise. Puis une dernière question à laquelle je voudrais répondre. Elle n'est pas simple parce qu'elle ne date pas d'aujourd'hui, c'est celle des stagiaires. Un stagiaire, c'est normalement pas un salarié de l'entreprise. D'ailleurs, au fond, le détournement du stage, c'est quand on en fait un salarié comme les autres dans l'entreprise. Donc il est bien légitime que nous n'ayons pas considéré le stagiaire comme s'il était en CDD ou comme s'il était en intérim dans l'entreprise. C'est normalement une autre question. Ce sont d'ailleurs d'autres dispositions qui sont là pour protéger les stagiaires contre des abus d'utilisation des stagiaires. Parce que quelqu'un qui est stagiaire pendant très longtemps sur le même poste et qui est remplacé sur le même poste par un autre stagiaire, c'est un détournement de disposition et non pas un accompagnement du jeune. Nous en serons tous d'accord, j'en suis persuadé. Et la question, M. Lenoir, que vous me posiez, c'est est-ce que dans ce texte, non, ce n'est pas l'objet du texte, mais est-ce que dans d'autres textes ou à d'autres occasions, nous souhaitons mettre en place des dispositions qui à la fois encouragent les entreprises à accueillir en vrai stage. Parce qu'on a des entreprises qui sont réticentes par rapport au stage. On connaît bien beaucoup de jeunes qui courent après les stages parce que c'est obligatoire dans leur cursus et qui ne trouvent pas. Donc il faut inciter les entreprises à accueillir des stagiaires. Mais il faut dissuader, pour ne pas dire condamner, les entreprises qui font de l'abus de stagiaires. Nous en connaissons beaucoup trop les uns et les autres. C'est un sujet qui n'a pas échappé à notre sagacité. C'est un sujet qui a d'ailleurs été abordé d'autres occasions, y compris par les partenaires sociaux. Et donc, je vous proposerai, dans les mois qui viennent, nous n'avons pas tout fini avec le contrat de génération, nous n'aurons même pas tout fini avec la loi sur la sécurisation de l'emploi, qui viendra dans quelques semaines. Donc, nous aurons d'autres occasions de pouvoir en discuter. En tout cas, merci de vos questions. Elles posent toutes de bonnes questions et j'espère avoir apporté des réponses qui permettront à Monsieur Desessard, je voulais terminer par lui, de passer de bonnes nuits. Parce que je suis persuadé qu'en fait, sa nuit a été bien meilleure que celle qu'il nous décrit. Car il a totalement raison en nous décrivant un des indicateurs de réussite. Il est normal, lorsqu'on élabore un texte de loi, qu'on essaye de voir si ce texte a bien marché ou mal marché. Et quels sont les deux indicateurs? Car il y a deux indicateurs pour voir si ce texte de loi aura réussi, ce projet de loi aura réussi. Il y a un premier, c'est celui auquel je vous répondais hier, mais il le savait, qui est, parce que la question a été posée, combien de jeunes vont-ils pouvoir bénéficier de ce dispositif et donc pouvoir trouver un emploi? C'est à cette question-là que je répondais en parlant des 100 000 qui était notre objectif et de la capacité pour les entreprises à sauter le pas, à oser embaucher, que l'incitation, y compris financière, pouvait leur permettre de franchir. Mais il y a un deuxième indicateur, c'est celui que votre sommeil agité a permis de faire apparaître en toute lumière, c'est celui de la diminution du nombre des contrats à durée déterminée ou autres contrats précaires dont les jeunes sont aujourd'hui les premiers à pâtir dans le système français. Il faut donc que le nombre des CDI dont les jeunes peuvent disposer augmente aussi à l'occasion de ce texte. Il y a un objectif quantitatif et il y a un objectif qualitatif. Et c'est au vu de ces deux objectifs que nous pourrons, je l'espère, considérer ce texte comme pertinent. Merci, Monsieur le Ministre. Nous arrivons à la discussion de l'amendement numéro 11 du groupe UDI-UC. C'est Monsieur Marseille qui le défend? Oui, Monsieur le Président, auparavant, je voudrais faire un rappel au règlement, fondant sur l'article 45, alinéa 1 de notre règlement, au sujet de deux amendements, l'amendement 18 et l'amendement 21, qui ont été déposés par les membres de mon groupe et qui se sont vus opposer l'article 40, auquel il a été fait allusion par ma collègue Procaccia tout à l'heure. C'est un article qui est beaucoup utilisé. Et nous avons beaucoup de difficultés à comprendre l'interprétation de l'article 40 en la circonstance, puisque
S'agissant de l'amendement 18, il s'agit de la transformation d'emplois précaires en emplois permanents, et donc à enveloppe constante. Et pour l'amendement 21, il s'agit de pouvoir lever le dispositif en cas de difficulté économique des entreprises. Donc ces deux amendements, au demeurant, ont été acceptés à l'Assemblée nationale et discutés. Et donc nous aimerions comprendre pourquoi, ici, au Sénat, ils ne peuvent pas l'être. Je vous remercie. Merci, Monsieur Marseille. Donc, acte vous est donné de votre déclaration et je vous propose donc de défendre l'amendement numéro 11. S'agissant de cet amendement, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il a pour objet d'intégrer aux objectifs généraux du contrat de génération la garantie d'une formation qualifiante pour les jeunes non diplômés qui seraient concernés par le dispositif. Il s'agit à nos yeux d'un enjeu capital. Comme nous l'avons développé en discussion générale, selon nous, les emplois d'avenir auraient dû être réservés aux jeunes les plus éloignés de l'emploi, tandis que les contrats de génération devraient être réservés aux jeunes peu qualifiés. Dans cette optique, il est donc fondamental que le contrat de génération soit systématiquement assorti d'un plan de formation pour les jeunes peu diplômés qui en bénéficieront. Sans la garantie que le contrat de génération offre une expérience qualifiante et diplômante, le dispositif aura du mal à générer de l'emploi pérenne. Je vous remercie. Merci. Avis de la Commission, Madame le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur Marseille, je voudrais faire deux remarques par rapport à votre amendement numéro 11 et faire une proposition. Votre souhait de formation des jeunes non diplômés, je pense que nous le partageons tous et qu'il est complètement légitime. Pour autant, je voudrais vous dire qu'il ne me semble pas souhaitable de modifier et d'alourdir cet article 1 qui définit le contrat de génération dans ses grands objectifs. L'alinéa que vous précisez, l'alinéa 8, décrit le contrat de génération dans ses grands objectifs. Donc, mettre là la question de la formation me semble un petit peu gênant. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'en demandant que des jeunes non diplômés soient recrutés en contrat de génération, et qu'ils puissent accéder à des formations diplômantes, je pense qu'il y a un risque d'obtenir l'effet inverse de l'objectif visé. Parce qu'on peut avoir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui soient inquiets d'avoir à engager dans le cadre du plan de formation, puisque je rappelle que les jeunes recrutés en CDI sont des salariés de l'entreprise et qu'ils ont accès au plan de formation de l'entreprise qui, normalement, ne prépare pas à des formations diplômantes, certes à des formations qualifiantes, mais pas à des diplômes. Et je crains que, du coup, on ne pénalise les jeunes non diplômés qui vont peut-être se retrouver par cet effet-là exclus du recrutement dans le contrat de génération. Donc je vous proposerai soit de retirer cet amendement, nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard avec l'amendement numéro 14. Si tel n'était pas le cas, la Commission a émis un avis défavorable à cet amendement. Merci Madame. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la rapporteure a donné les arguments qui me paraissent être le bon. Monsieur le sénateur, je vous propose vraiment qu'on voit cette question au niveau de l'amendement numéro 14. Je pense que c'est plus sa place dans son texte et nous aurons, je pense, à progresser ensemble à ce moment. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Marseille, il est maintenu? Non, je vais donner suite à la proposition du gouvernement. Retiré. Nous en arrivons à l'amendement numéro 12. Toujours Monsieur Marseille? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'objet de cet amendement est de faire en sorte que le dispositif de contrat de génération se concentre sur l'embauche de jeunes salariés et le maintien dans l'emploi des salariés seniors. En effet, dans sa rédaction actuelle, le texte poursuit l'objectif, je cite, de favoriser l'embauche et le maintien en emploi des salariés âgés. Cette formulation brouille à nos yeux les finalités du dispositif qui est censé, bien sûr, faciliter l'embauche des jeunes, mais aussi faciliter le maintien dans l'entreprise des salariés les plus âgés. Il convient donc de maintenir clairement ce double objectif dans l'énoncé des objectifs généraux afin de ne pas prendre le risque de disperser les efforts. Merci. Avis de la Commission, Madame de Montes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'amendement que vous proposez supprime la possibilité d'embaucher un senior pour remplir les conditions fixées par le contrat de génération.
Il me semblait que ce matin en commission, vous nous aviez dit que vous retiriez cet amendement. Bon, ça n'est pas fait, donc on en discute. Je vais donner au nom de la commission un avis défavorable, mais surtout je veux expliquer pourquoi. Bien sûr, l'objectif du contrat de génération, c'est d'embaucher un jeune, c'est de maintenir dans l'emploi un senior. Et puis c'est aussi de transmettre les compétences. Troisième objectif qu'il ne faut jamais oublier. Il y a des entreprises qui n'ont pas de personnes de plus de 55 ans dans l'entreprise. Parce qu'il y a des entreprises jeunes, avec des jeunes dans l'entreprise, et il me semblerait tout à fait dommageable d'empêcher cette entreprise de recruter un chômeur de 55 ans pour faire un binôme avec un jeune dans le cadre d'un contrat de génération. Donc, si vous ne retirez pas cet amendement, la Commission a émis un avis défavorable. Merci, Madame. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, même opinion, mais juste argumenter. Je ne suis pas sûr que, Monsieur le sénateur, vous ne regrettiez votre amendement, parce que la réalité statistique des entreprises, je l'ai regardée attentivement. J'ai regardé combien il y avait d'entreprises où il y avait des jeunes, combien il y avait d'entreprises où il y avait des plus de 57 ans. Et je me suis aperçu qu'il y avait des entreprises qui pouvaient embaucher des jeunes où il n'y avait pas de personnes âgées de plus de 57 ans. Et donc, dans ces cas-là, c'eût été dommage de pouvoir se priver de la possibilité de ce binôme, mais comme il n'y en a pas dans l'entreprise, plus âgée, il faut bien l'embaucher. Et donc, c'était une ouverture qui a d'ailleurs été souhaitée par les partenaires sociaux eux-mêmes. C'est un enrichissement par rapport au texte initial que nous avions proposé aux partenaires sociaux, de la part des partenaires sociaux, pour permettre à des entreprises qui ont des besoins d'embauche de prendre un plus jeune et un plus âgé. Le plus âgé, il ne viendra pas de l'université, enfin, ou alors ce sera l'université pour tous, oui, voilà. Je voulais éviter le terme de l'université pour tous. Non, il viendra d'une autre entreprise où il a acquis une expérience. Donc, il est parfaitement capable de transmettre aussi son expérience aux plus jeunes. Voilà, je ne veux pas argumenter plus parce que je pense que ce serait vraiment priver des entreprises qui en ont la possibilité, de la capacité d'embaucher et un jeune et un plus âgé et d'ainsi lutter contre le chômage des plus jeunes et des plus âgés. Merci, Monsieur le ministre. Il est retiré, Monsieur Marseille? Il est retiré. Merci. Amendement numéro 58 de la Commission, Madame de Montes. Oui, Monsieur le Président, il s'agit de rectifier une faute de français parce que nous n'embauchons pas et nous ne maintenons pas en emploi, mais dans l'emploi. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Alors, je le mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour son adoption, pardon. Avis contraire? Je n'en vois pas. Il est adopté. Nous en arrivons à l'amendement 42 rectifié. C'est Madame Debré qui le défend. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Afin de limiter l'effet d'aubaine et de ne pas dégrader nos finances publiques, le présent amendement propose de recentrer le dispositif contrat de génération sur les entreprises qui en ont le plus besoin aujourd'hui. Les entreprises où la transmission des savoirs et les métiers sont menacés du fait d'un manque d'attractivité, métiers industriels notamment. Ainsi, l'amendement proposé permet au contrat de génération de réaliser sa véritable vocation initiale. Cette contrainte supplémentaire ne vise que les entreprises de 50 à moins de 300 salariés, sachant que les effets d'aubaine risquent moins de s'appliquer aux petites structures de 50 salariés. Je vous remercie. Merci, Madame. Avis de la Commission, Madame de Montes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Madame la sénatrice Debré, vous proposez donc de concentrer le dispositif sur les entreprises employant entre 50 et 300 salariés qui ont une pyramide des âges inversée. Il me semble que cet amendement restreint beaucoup, voire trop, le champ d'application du contrat de génération. La gestion des âges, des jeunes, des salariés âgés concerne toutes les entreprises. C'est d'ailleurs le mérite du contrat de génération que de proposer une approche transversale et globale pour traiter ce sujet. La Commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Merci, Madame. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Madame sénateur, on pourrait comprendre la préoccupation, y compris en termes de diminution de la dépense publique, que de restreindre le champ.
pourrait dire, par exemple, on le réserve au moins de 10, ou au moins de 50, ou au moins de 300. Ah, si, ça y est, c'est réservé au moins de 300 pour ce qui est déjà de l'aide elle-même. Mais là, vous faites un système de sélection, si je puis dire, des entreprises, qui d'abord me paraît assez complexe, mais je ne veux pas aller plus loin, à mettre en œuvre. Parce que qui va juger du fait que dans cette entreprise-là, il y a absolument besoin d'un transfert pour l'entreprise d'un savoir-faire, alors que dans une autre, ce savoir-faire n'a pas besoin d'être transmis. Je vous laisse imaginer le travail de l'administration pour juger de quelles entreprises la pyramide inversée est effectivement à des effets négatifs pour l'entreprise et ceux où elle n'en aurait pas. Vous voyez bien que ce serait totalement impossible à mettre en œuvre. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur la logique de votre amendement par rapport à la logique du projet. La logique de votre amendement, c'est de partir du besoin de l'entreprise. Et vous dites, puisque l'entreprise a besoin de transférer un savoir-faire, donc, on le réserve à l'entreprise qui a besoin de transférer ce savoir-faire. C'est bien la logique de votre amendement. Je pense que c'est dommage, parce qu'il y a aussi des jeunes qui ont besoin de travailler. Il y a aussi des jeunes qui ont besoin d'être embauchés. Et que ça peut être aussi tout à fait l'intérêt de l'entreprise que d'embaucher un jeune. Et donc, il faut bien voir que la logique du contrat de génération, c'est de réunir les trois préoccupations. L'embauche de jeunes, le maintien dans l'emploi d'un plus âgé et évidemment le transfert de compétences, qui est aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Mais je dirais aussi, ça ne peut pas être le seul critère d'attribution de ce contrat de génération. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Desessard. Vous savez, Madame Debré, comment je salue votre travail et votre perspicacité, mais je suis quand même surpris que je ne vais pas voter votre amendement. Mais oui, Monsieur le ministre, mais souvent, la droite ou la minorité sénatoriale ou la minorité, enfin l'opposition présidentielle nous dit bon, on peut tourner le truc dans tous les sens. Bon, et enfin, le côté droit de l'hémicycle à partir en regardant de la présidence. Et vous nous dites faut arrêter de contrôler. Il y en a marre. Enfin, combien de fois je vous ai entendu le dire de ces dernières années? Et là, vous mettez un système où il faudrait aller vérifier la pyramide des âges. Vous vous rendez compte? Alors que, justement, mais non, mais on ne peut pas à la fois dire des choses une journée, 3 jours, et puis un an après, dire le contraire et renforcer quand même. Il faut voir ce que ça veut dire vérifier la pyramide des âges des entreprises. Ça veut dire que ce sont du personnel en plus. En plus, vous vous opposez, je crois, on va voir, mais sur la transformation du statut des contrôleurs du travail en inspecteurs du travail. Alors, il faut savoir, il faut une certaine logique. Donc là, c'est vraiment un désaccord. Et si je suis intervenu, ce n'était pas simplement pour vous mettre en difficulté, Madame la sénatrice, mais c'est également parce que je pense que vous ne comprenez pas la dynamique qui est créée. Là, et vous ne le comprenez pas parce que vous avez refusé hier toute contrainte aux entreprises. J'étais quand même très surpris de ce mot de toute contrainte aux entreprises. Il est quand même important que les entreprises jouent un rôle citoyen, qu'elles ne se contentent pas d'exploiter les gens, mais qu'elles aient un rôle par rapport à la collectivité. Et elles ont un rôle par rapport à la pyramide des âges, à la fois pour l'entreprise, mais elles ont un rôle vis-à-vis de l'embauche des seniors et des jeunes par rapport à la société. Et c'est dans ce sens que je combats vraiment votre amendement. Merci, mon cher collègue. Je vais donc mettre aux voix Madame Debré, je vous en prie. Oui, vous me dites que c'est compliqué. Vous me dites, mais regardez le projet de loi. Vous parlez de vérification partout. Vous parlez de sanctions, de pénalités. Pour avoir des sanctions, pour avoir des pénalités, il faut bien qu'il y ait des contrôles. Donc c'est vous qui me reprochez de mettre un contrôle en plus. Attendez, là c'est franchement l'hôpital qui se moque de la charité. Là, franchement, ce que je dis, pourquoi cet amendement? Effectivement, nous sommes soucieux des deniers de l'État. On dit que ça va coûter 1 milliard d'euros. Monsieur le ministre, vous avez confirmé que ce que je disais, c'est bien par an, en vitesse de croisière. 1 milliard d'euros, ça ne se disperse pas comme ça dans la nature sans rien. C'est pour ça qu'on a voulu effectivement cibler en fait ces milliards d'euros, ce milliard d'euros. Et d'ailleurs, certains économistes disent que ça irait peut-être presque jusqu'à 2. En tout cas, avec les emplois d'avenir, ça fera au moins 2 milliards par an. Et c'est vrai que l'opposition actuelle, l'ex-majorité, est très soucieuse des deniers de l'État.
Merci, madame. Je vais mettre aux voix donc l'amendement 42 rectifié, qui a reçu l'avis défavorable et de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Qui se réveille. Avis contraire? Il n'est pas adopté. Amendement 54 rectifié, madame Procaccia. Excusez-moi, cet amendement, pour lequel je ne me fais pas beaucoup d'illusions, puisqu'il vise à supprimer une disposition qui a été introduite par Madame le rapporteur, nous paraît mettre une procédure très lourde. Et si l'on veut effectivement qu'il y ait des contrats de génération dans les entreprises, en particulier pour tout ce qui est TPE et PME, ça nous paraît être encore alourdir un processus qui avait été mis en place et qui est proposé par le Sénat, ce que je regrette. Merci, madame. Avis de la Commission, madame le rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, madame Procaccia, l'amendement que vous proposez vise à supprimer l'obligation de signer le procès-verbal de désaccord pour l'entrepreneur avec les institutions représentatives du personnel lorsqu'il n'y a pas d'organisation syndicale. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Donc on n'alourdit rien du tout dans la procédure. D'autre part, vous l'avez dit, vous revenez sur une disposition qui a été introduite la semaine dernière en commission sur le PV, le procès-verbal de désaccord. Donc je confirme l'avis défavorable de la commission sur cet amendement. Merci, madame. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Même avis. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 54 rectifié qui a reçu l'avis défavorable et du gouvernement et de la commission. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune, le 40 rectifié et 41 rectifié. Madame Debré, vous défendez les deux? Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le projet de loi doit reposer sur une logique de dialogue social et non de coercition. De plus, le dispositif des contrats de génération était censé inciter les entreprises à embaucher des jeunes afin qu'ils soient formés par un senior et non sanctionner celles qui ne prévoiraient pas de le faire. Sanctionner les entreprises qui ne voudraient pas, mais surtout ne pourraient pas, au regard de la conjoncture actuelle, s'engager sur des objectifs d'embauche semble hors de propos et contribue à entretenir un climat malsain de défiance vis-à-vis des entreprises. Le présent amendement a donc pour objet de supprimer les pénalités prévues en cas d'absence de signature d'un contrat collectif de groupe ou d'un plan d'action par l'entreprise. Et l'amendement 41, je le défends maintenant, Monsieur le Président. Cet amendement de repli vise à assouplir, c'est un amendement de repli par rapport à celui précédent, à assouplir le dispositif de sanctions mis en place par le projet de loi vis-à-vis des entreprises de plus de 300 salariés qui ne mettraient pas en place un accord collectif de groupe ou d'un plan d'action. Le projet de loi prévoyant une date butoir au 30 septembre prochain, il s'agit également de faire en sorte que le dispositif ne soit pas un carcan pour les entreprises qui montreraient leur bonne foi en s'engageant dans le processus et qui auraient besoin de temps pour conclure ces accords. Ainsi, l'amendement prévoit que la pénalité ne sera pas encourue faute d'accord conclu, mais faute de négociations engagées. Merci, madame. Avis de la commission, madame le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame Debré, Madame la Sénatrice, sur l'article 40 rectifié, pardon, l'amendement 40 rectifié concernant l'alinéa 20, excusez-moi. En fait, votre amendement, il constitue une régression par rapport aux accords seniors de 2009 qui ont instauré une pénalité de 1% de la masse salariale dans les entreprises de plus de 50 salariés et qui ne respectent pas leurs obligations en termes d'emploi des seniors. Donc, je ne vous rappelle pas qui a permis les accords seniors de 2009. C'était à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2009, donc adopté en 2008 et adopté par vous, Madame la Sénatrice, et les membres de votre groupe. Concernant l'amendement 41 rectifié, Monsieur le Président, si vous permettez, vous l'avez dit, Madame Debré, il s'agit d'un amendement de repli par rapport à l'amendement 40. Le texte
des contrats de génération prévoit que les entreprises ou les établissements publics industriels et commerciaux de plus de 300 salariés disposeront d'un peu plus de 6 mois pour conclure un accord ou élaborer un plan d'action. Ce délai, franchement, me semble raisonnable. Il me semble d'autant plus raisonnable qu'une circulaire interministérielle du mois d'octobre 2012 a demandé aux services des directs, donc des services du ministère déconcentrés, de sensibiliser les entreprises sur la nécessité de continuer les négociations sur l'emploi des seniors dans la perspective des prochaines négociations sur le contrat de génération. Donc je crois que tout le monde est bien au courant dans les territoires. Par ailleurs, les services administratifs tiendront compte de la situation de l'entreprise au cas par cas pour le calcul de la pénalité, comme le prévoit l'alinéa 42. Donc je confirme sur ces 2 amendements l'avis défavorable de la Commission. Merci Madame. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Oui, même opinion, donc c'est juste pour confirmer que ce n'est pas les méchants d'aujourd'hui qui auraient inventé une épouvantable pénalité vis-à-vis des entreprises. C'est en 2009, Madame la sénatrice, je pense que vous étiez présente dans cet hémicycle, je pense que vous l'avez voté avec enthousiasme. Vous avez donc créé une obligation pour les entreprises de plus de 300 et vous avez sanctionné, oh là là, c'est le terme, quel terrible mot, sanctionner les entreprises qui ne respectaient pas cette obligation. C'est exactement le même dispositif que nous appliquons, ni plus ni moins. J'irais même un tout petit peu plus loin. Vous aviez prévu au même moment que pour les entreprises de 50 à 300, c'était une obligation qui serait sanctionnée. Et nous avons voulu simplifier et éviter de mettre des obligations trop puissantes sur des entreprises de 50 à 300 et nous l'avons supprimé. Donc par rapport à ce que vous avez voté avec enthousiasme, le texte est plus simple et moins pénalisant pour les entreprises. Merci Monsieur le Ministre. Je vais donc mettre aux voix... Madame Debré. Oui, juste une chose, Monsieur le Ministre. Effectivement, il y a des choses qui ont été votées. Comme je vous l'ai dit, le mot sanction revient systématiquement dans ce projet de loi. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on oublie que nous traversons une crise absolument sans précédent. Alors avant, la crise avait démarré. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, je parlais surtout des entreprises qui ne pourraient pas embaucher. Donc franchement, c'est pas quelque chose, c'est un amendement de repli par exemple par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, en 2013, la crise est là, nous sommes vraiment, il y a une conjoncture économique terrible, donc je trouve que remettre des sanctions systématiquement, voilà, je n'ai pas d'accord. Merci Madame. Monsieur Cardou. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai dormi comme tout le monde depuis hier soir et quand vous aviez mis sur le fait que nous étions tard en soirée, quand je parlais d'une défiance à l'égard des entreprises, eh bien, après réflexion, en écoutant tous ces propos, je pense que je maintiens cette orientation-là. Alors, bien évidemment, vous faites référence à des textes, comme l'a dit Isabelle Debré, qui datent de 3 ans, dans un contexte économique et d'emploi un peu différent. Mais néanmoins, quand on regarde l'ensemble de ce que vous proposez, eh bien, à chaque fois qu'on donne un avantage ou qu'on propose un avantage, on met tout de suite un contrepoids qui va rendre la décision de l'entreprise qui envisagerait de créer un contrat de génération beaucoup plus aléatoire parce qu'ils s'imagineront à tout instant être remis en cause et, comme on le disait aussi précédemment, eh bien, avec les problèmes actuels, toute entreprise, même importante, n'a pas une direction des ressources humaines importante, n'a pas un service juridique important. Et finalement, je connais beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels je suis en contact journellement dans mon département qui disent « Oh, bah, finalement, oui, c'est bien, mais on a tellement peur de se faire aligner et d'avoir des redressements importants si jamais, pour la moindre entorse, à l'application de l'engagement que nous avons pris, eh bien, nous sommes pénalisés, eh bien, nous ne le faisons pas. Donc, je crois qu'il faut trouver un équilibre entre la juste utilisation des fonds publics et la pression permanente mise sur les entreprises pour les contrôler. Et je répète que bon, c'est vrai que si vous pouvez, dans la fonction publique, permettre à des agents de l'administration d'avoir des promotions
c'est très bien, chacun ne peut qu'y souscrire. Mais ce que vous nous avez annoncé de transformer je ne sais pas combien de contrôleurs du travail en inspecteurs du travail, sachant comment certains de ces agents, pas tous évidemment, conçoivent leur rôle auprès des entreprises, je pense qu'il y a des interrogations et des craintes qui apparaîtront parmi les responsables d'entreprises dans ce pays. Merci, mon cher collègue. Monsieur le ministre, je vous en prie. Monsieur le Président, je ne veux pas du tout allonger les débats, mais simplement donc, vous faire une remarque. Chacun voit bien qu'en 2009, surtout à la fin de l'année 2009, puisque c'est un texte qui a été voté à la fin de l'année 2009, la situation économique était extrêmement florissante. Nous étions à moins combien en termes de croissance du PIB par rapport à aujourd'hui. Donc, vous avez voté ça en pleine période de grandes difficultés, et vous avez eu raison de le faire. Non pas parce que nous étions en grande difficulté, mais parce que ce plan senior était une bonne chose, était nécessaire, et que, comme toujours, qu'est-ce que c'est qu'une loi qui édicte une obligation sans sanction? On apprend ça dans mon premier bouquin de droit. Une obligation sans sanction, ça n'est pas une obligation. Après, il ne faut pas n'importe quelle sanction, il ne faut pas des sanctions appliquées n'importe comment. Et évidemment, c'est comme ça que fonctionne la société, mais sinon, s'il y a pas d'obligation, s'il y a une obligation sans sanction, eh ben, l'obligation, elle n'est pas ou peu respectée. Deuxième chose. Oui, il y en a qui existent comme ça, parce que parfois on fait ça. Deuxième chose, vous nous dites qu'il y a une préoccupation de sécurité juridique. Il ne faut pas insécuriser les entreprises. Vous avez parfaitement raison. Et c'est d'ailleurs parce que vous avez parfaitement raison et que nous avions déjà vu cette question-là auparavant avec les partenaires sociaux, on l'avait vu, parce que c'est leur vie dans l'entreprise, que le texte lui-même crée de la sécurité, puisqu'il crée une homologation par la directe qui permet à l'entreprise d'être ensuite tranquille. L'homologation, ça veut dire vous avez rempli vos obligations et personne derrière n'ira en quelque sorte vous titiller pour savoir si vous les avez remplies ou pas. Non, c'est vu, c'est fait définitivement, clairement, et c'est l'intérêt de tout le monde. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donc mettre aux voix les deux amendements, commençant par le 40 rectifié, amendement qui a reçu l'avis défavorable du gouvernement et de la Commission. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption du 40 ? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 41? Même vote. Nous en arrivons à l'amendement 13. C'est M. Marseille qui le défend. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, compte tenu de l'importance des critères de contenu du diagnostic économique et social de l'entreprise, cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi, plutôt que de le confier au pouvoir réglementaire, le soin de les déterminer. En vertu de cet amendement, ainsi, il est précisé que le diagnostic économique et social de l'entreprise doit comprendre un bilan des mesures de gestion du personnel depuis 1 an, la situation des effectifs et leur répartition par rôle, la cartographie des métiers et la pyramide des âges, les évolutions de compétences nécessaires au regard de la stratégie de l'entreprise pour tous les métiers, les prévisions de recrutement de jeunes en CDI, ainsi que les projections d'effectifs pour l'année à venir. Ce sont ainsi quelques statistiques qui sont demandées parce que, à nos yeux, le contrat de génération ne pourra produire d'effet vertueux que si sa mise en œuvre précède d'une analyse précise et fine du marché du travail. Il s'agit autant que possible de coller aux recommandations, d'ailleurs, de la Cour des comptes et du Conseil économique, social et environnemental, qui insistent tous les deux sur la nécessité de cibler les mesures territorialement et par secteur d'activité. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, Madame le rapporteur. Si je me casse la figure. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur Marseille, Monsieur le Sénateur, vous, à travers cet amendement numéro 13, vous souhaitez apporter des précisions sur le contenu du diagnostic obligatoire, qui, je rappelle, est aussi une nouveauté par rapport aux accords seniors. En fait, votre amendement y renvoie à une préoccupation constante que nous avons eue à l'occasion de ce projet de loi, mais aussi que nous avons sur un grand nombre de projets de loi que nous avons à examiner, qui est de pointer ce qui relève de la loi et ce qui relève du pouvoir réglementaire. Donc, en l'occurrence, je pense que les précisions que vous apportez, bien évidemment, elles sont importantes, mais elles ne relèvent pas du législateur, et c'est d'ailleurs pour cela qu'à la Commission des affaires sociales de la semaine dernière, nous avions enlevé ces précisions. Donc, pour cette raison-là,
je confirme que la Commission a émis un avis défavorable à cet amendement. Merci, madame. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Monsieur le Président, j'ai le même avis. C'est-à-dire que les précisions que vous apportez sont utiles. Elles sont utiles dans l'absolu. Elles seront d'ailleurs utiles lorsque nous aurons à mettre en place l'ensemble du dispositif juridique, qu'il s'agisse des décrets, des dispositions réglementaires ou toute autre disposition permettant une bonne application de la loi. Donc vous dites là des choses qui paraissent parfaitement légitimes. Mais ayant été très longtemps législateur comme vous, je suis aussi attaché à la question de la qualité des lois, non pas la qualité dans la rédaction est parfaite, mais la qualité dans le contenu juridique. Et on est évidemment, je dirais presque de manière un peu caricaturale, dans un domaine qui n'est pas celui de la loi au sens de l'article 34 de notre Constitution. Donc je me ferai défenseur de la Constitution de la Ve République en vous demandant de bien vouloir le retirer, mais je vous assure qu'il sera pris en considération dans l'ensemble des dispositions réglementaires nécessaires pour l'application de cette loi. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Marseille. Nous retirons, monsieur le président. Est retiré. Et nous en arrivons à l'amendement 2 rectifié de monsieur Desessard. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, chers collègues, je vous ai déjà exprimé en quoi ces contrats génération doivent être porteurs d'un nouvel élan, et en particulier pour les entreprises, qu'elles deviennent plus citoyennes. Parce que je n'ai pas repris, Madame Debré, vos arguments, mais de dire je défends l'entreprise comme cela, comme si elles étaient toutes les mêmes. Il y a bien sûr des entreprises socialement responsables, écologiquement responsables, citoyennes, mais il y a des entreprises qui pensent qu'au profit. Si le but de l'entreprise, c'est de créer de l'activité pour produire un service ou produire un bien, la façon dont elles opèrent ne sont pas toutes identiques. Il y a quand même, dans certaines entreprises, des exploitations des salariés honteuses. Donc il faut bien qu'il y ait quand même un regard de la société sur l'activité de certaines entreprises. Et cela m'amène à mon amendement, puisqu'on a beaucoup parlé des stagiaires et de l'utilisation abusive des stagiaires dans les entreprises. Donc par cet amendement, j'amène l'idée qu'il faut un recensement des stagiaires dans l'entreprise et de voir s'il y a une utilisation abusive des stagiaires dans l'entreprise. Donc le diagnostic, je lis mon amendement, présente une répartition de l'ensemble des employés de l'entreprise, quel que soit leur statut, en s'appuyant sur les données fournies par le registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du Code du travail et, c'est la spécificité de cet amendement, par le registre des conventions de stage mentionnées à l'article L. 612-13 du Code de l'éducation. Donc, à la fois, ça amène un plus par rapport au projet de loi, et à la fois, ça veut dire que ce projet de loi s'inscrit dans une réforme de société et qu'on considère que l'entreprise doit avoir un rôle citoyen par rapport à la société. Merci, monsieur Desessard. Avis de la commission, madame le rapporteur. Oui, monsieur le sénateur, la question de l'intégration dans les contrats de génération des stagiaires dans l'entreprise, je pense que sur tous les bancs de cette Assemblée, nous y sommes très favorables. Et nous y sommes favorables parce que les entreprises ont beaucoup joué et jouent encore beaucoup avec des stages qui remplacent des CDI, voire qui remplacent des CDD. Donc je pense que l'obligation que vous demandez pour le diagnostic de s'appuyer sur le registre unique du personnel et le registre des conventions de stage me paraît justifiée, sauf que apparemment le décret sur le registre des conventions de stage n'a pas été pris suite à la loi Cherpion de 2011 qui faisait suite à un accord national interprofessionnel de juin 2011. Donc nous sommes effectivement favorables à cette initiative, mais je pense qu'il nous faut demander l'avis du gouvernement sur cette question-là. Merci. Quel est l'avis du gouvernement, monsieur le ministre? C'est une double demande, donc, monsieur le président, madame la rapporteure. D'abord, je me permets de faire une réponse
qui se veut équilibré. Quand je réponds à M. Marseille en lui disant, dans ce domaine-là, je pense, de mon point de vue, que nous sommes dans le domaine réglementaire, je ne peux pas faire d'autres réponses à M. Desessard lorsqu'il demande des précisions de même nature, même si ce n'est pas la même, que celle que demandait M. Marseille. Donc je ferai une première réponse, mais qui... Bon, je n'ai pas de conseils à donner aux législateurs avertis et pleins d'expérience que vous êtes, mais moi, j'attache de l'importance à la qualité de la loi et au respect de ce qui est de l'ordre du législatif et de l'ordre du réglementaire. Donc de ce point de vue-là, nous sommes dans le domaine réglementaire. La preuve, puisque vous faites référence, Madame la rapporteure, à un décret, certes un décret non paru, mais un décret qui, par définition, est du domaine réglementaire. Donc vous faites, en l'occurrence, allusion, Monsieur Desessard, à des dispositions manifestement d'ordre réglementaire. Je ne peux pas dire pour autant que je ne partage pas votre préoccupation sur les stagiaires. Je l'ai dit en réponse à des questions qui m'étaient posées depuis ce côté-ci de l'hémicycle. Je ne peux donner que les mêmes réponses de ce côté-là de l'hémicycle. Nous prendrons des mesures pour faire en sorte que dans les entreprises, il y ait un accueil des stagiaires qui ont besoin de stage, mais qu'il y ait la poursuite, qu'on poursuive les situations anormales, comme celles que vous voulez pouvoir détecter par ce biais-là, où les entreprises ont un abus dans l'utilisation des stagiaires. Donc je vous avais mon engagement, je suis prêt d'ailleurs à ce que moi-même ou d'autres autour de moi puissent en parler avec vous-même, vous avez mon engagement sur la volonté qui est la nôtre de lutter contre cet abus, de le faire par d'autres voies et compte tenu de ces réponses, aussi bien de forme, nous sommes dans le domaine réglementaire, que de fond, la volonté politique commune qui est la nôtre, peut-être pourriez-vous avoir la possibilité de retirer votre amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Desessard, l'amendement est retiré, il est maintenu? Il est maintenu. Alors, je vais donc le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement de Monsieur Desessard? Avis contraire? Ah. Alors, on va faire un assis debout pour s'assurer. Quels sont ceux qui sont pour l'adoption de l'amendement de M. Desessard? Combien? C'est bon? Alors, avis contraire? Non. 2, 4. Et ça fait combien? Il n'est pas adopté. Il n'est pas adopté. Et nous en arrivons à l'amendement 14 rectifié. C'est M. Marseille qui le défend. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, l'objet de cet amendement est d'intégrer une obligation de formation qualifiante dans tout accord collectif d'entreprise sur des postes permettant le recrutement de jeunes non diplômés. Je crois que c'est un souci partagé, comme l'a rappelé Madame le rapporteur tout à l'heure. Il s'agit de satisfaire à notre préoccupation constante que les contrats de génération bénéficient en priorité à des jeunes peu qualifiés et offrent une formation qualifiante. Ce sont les jeunes les moins qualifiés, en effet, qui sont le plus durement touchés par le chômage. La formation, grande absente selon nous du dispositif des contrats de génération, est donc pour ces jeunes un enjeu clé. Si les jeunes peu qualifiés ne sont pas les bénéficiaires prioritaires des contrats de génération associés à une formation, nous craignons que le dispositif ne fasse que déplacer de l'emploi sans en créer. Autrement dit, nous voyons mal comment, dans ces conditions, l'effet d'aubaine ne jouerait pas à plein. Je vous remercie. Merci, Monsieur Marseille. Avis de la Commission, Madame de Montes. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur Marseille, en fait, cet amendement rectifié, 14 rectifié, nous ne l'avons pas examiné en commission, puisque la commission avait donné un avis sur l'accès aux formations qualifiantes. Donc, je vais m'exprimer en tant que rapporteur, mais pas en tant que commission. Moi, je suis, à titre personnel, favorable à cet amendement 14 rectifié parce qu'il insiste sur la nécessité de la formation, en particulier pour les jeunes les moins qualifiés, mais il n'a pas les inconvénients que j'évoquais tout à l'heure à l'occasion de l'amendement numéro 11. Donc, Monsieur le Président, j'émets un avis favorable à cet amendement. Merci, Madame le rapporteur. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous avez eu la délicatesse de retirer un amendement précédent en nous renvoyant à rendez-vous sur cet amendement numéro 14. Donc nous allons vous donner une réponse, bien sûr, sur son contenu. Il est important, cet amendement, je le pense important, par l'esprit qui est le sien et que le gouvernement partage. Mais que nous ayons bien en tête les choses. Il ne s'agit pas d'un contrat aidé. On en a beaucoup parlé hier, ce n'est pas un contrat aidé, c'est un contrat de droit commun. Contrat de droit commun qui est le contrat à durée indéterminée dont le jeune va pouvoir bénéficier. Mais il est important de souligner que, s'agissant de contrats de droit commun, l'entreprise a des obligations de formation. Ça s'appelle le plan de formation. Et il est aussi important de souligner, ça n'est pas toujours le cas dans les entreprises, qu'il serait bon que les plans de formation soient plutôt tournés vers ceux qui ont peu de qualifications, et en particulier ceux qui rentrent dans l'entreprise, que vis-à-vis de ceux qui ont beaucoup d'expérience, parfois beaucoup de qualifications, mais qui peuvent aussi avoir besoin d'une formation complémentaire. Vous le savez bien, une des critiques que l'on fait souvent au système de formation professionnelle en France, c'est premièrement que les chômeurs ont très peu de formation, alors que ceux qui ont un emploi ont plus de formation, mais dans ceux qui ont un emploi, c'est plutôt ceux qui ont déjà beaucoup de formation qui bénéficient de la formation. Donc vous soulignez à juste titre la nécessité de prioriser sur les jeunes qui ont le moins de formation au sein de l'entreprise, les moyens dont l'entreprise bénéficie au titre du plan de formation. Donc nous ne quittons pas le cadre du contrat de droit commun, mais nous indiquons à l'entreprise la nécessité de faire des efforts particuliers pour ceux qui ont besoin de cette qualification et de cette formation. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Sénateur, le gouvernement donne un avis favorable à cet amendement. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 14 rectifié qui a reçu l'avis favorable de la Commission et du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Je n'en vois pas. Il est donc adopté. Amendement 59 de la Commission. Madame de Montès. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit là aussi de corriger une faute d'expression. Donc, il faut remplacer les mots « à contrat à durée indéterminée » en « contrat à durée indéterminée ». Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre? Favorable. Je mets donc aux voix l'amendement 59 de la Commission. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Je n'en vois pas. Il est adopté. Amendement numéro 9, c'est Monsieur Marseille qui le défend. Le 9, Monsieur Marseille. Il est défendu. Avis de la Commission, Madame le rapporteur? Il me semblait qu'il avait été retiré, mais ça ne fait rien. Il s'agit, pour les auteurs de l'amendement, d'introduire le terme « parrain » pour désigner le référent et l'obligation imposée à ce dernier de viser le contrat de travail du jeune. Il me semble, on en a déjà débattu longuement à la Commission, que le terme de référent qui a été retenu dans l'ANI du 19 octobre 2012 évite les confusions avec les mots maître d'apprentissage, tuteur. Donc je ne pense pas souhaitable d'introduire encore un autre terme. En plus, je pense que le terme de visa du référent lors de la conclusion du contrat de travail du jeune ne doit pas avoir une portée juridique exemplaire. Pour ces deux raisons, la Commission a émis un avis défavorable à cet amendement. Merci, Madame le rapporteur. Avis du gouvernement. Même avis, Monsieur le Ministre? Avis défavorable. Il est maintenu? Non. Il est retiré. Je fais suite aux explications de Madame le rapporteur, effectivement. On ne va pas les affubler d'un nom supplémentaire qui risquerait de les pénaliser. Oui. Donc retiré. Amendement numéro 10. Vous avez la parole, Monsieur Marseille, pour le 10. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, exactement dans le même esprit que les amendements précédents, celui-ci prévoit que l'accord collectif distingue les référents directement chargés des jeunes, des seniors qui n'assurent pas concrètement le transfert des connaissances et des compétences. En vertu de cet amendement, l'accord devra également préciser le rôle spécifique et les missions du référent, distincts de ceux de l'accompagnement, chargé de l'accueil du jeune et de la découverte de l'entreprise. Il s'agit une fois de tisser véritablement un lien intergénérationnel
entre les deux membres du binôme placés au centre du dispositif de ce contrat de génération. Merci, mon cher collègue. Avis de la Commission, Madame de Montes. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je vais faire deux remarques et deux types de réponses sur cet amendement. Le premier sur le fond qui est de même nature que mon propos à l'occasion de l'amendement numéro 9. Rajouter encore des termes, je pense que ça ne simplifie pas la lisibilité. Et en plus, il s'agit de dispositions de nature réglementaire. Donc la Commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Merci. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Même à vous. Je mets donc aux voix cet amendement. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? L'amendement 10 de Monsieur Marseille. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Amendement 52 rectifié. Qui le présente? Monsieur Requier, vous avez la parole. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement de précision. En effet, lors des débats à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté un amendement qui imposait aux accords collectifs d'entreprise ou de groupe de préciser les mesures destinées à favoriser l'amélioration et l'adaptation des conditions d'emploi des salariés âgés, je dis bien âgés. La Commission des affaires sociales du Sénat, sur proposition de la rapporteure, en a modifié la rédaction pour que l'accord collectif d'entreprise, de groupe ou de branche comporte des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité. Elle a ainsi choisi de reprendre l'un des 7 thèmes retenus à l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012. Cet article 6 est intitulé « Emploi des seniors ». Nous proposons donc d'ajouter à cette rédaction, issue des travaux de notre commission, les mots « salariés âgés », terme auquel le projet de loi fait référence à 6 reprises. Je sais bien que ce terme âgé ne plaît pas beaucoup, mais l'âge, qu'est-ce que vous voulez, est une réalité, et en plus, c'est tout à fait en cohérence avec le projet de loi. Merci, Monsieur Requier. Avis de la Commission, Madame de Montes. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Sénateur Requier, cet amendement 52 rectifié précise un certain nombre de choses. Je rappelle d'ailleurs que la Commission des affaires sociales avait déjà introduit sur les salariés concernés par l'amélioration des conditions de travail, on avait insisté aussi sur la prévention de la pénibilité. Donc je voulais en profiter pour le rappeler. Pour ce qui concerne précisément cet amendement, l'alinéa 28 reprend les termes de l'article 6 de l'ANI, de l'accord national interprofessionnel d'octobre 2012. Aussi, cet amendement ajoute la mention de salariés âgés tel que cela figure dans l'accord national interprofessionnel, et ça me semble une bonne chose. Alors, suite au débat qu'on a eu ce matin en commission des affaires sociales, parce qu'il y a eu un vrai débat, non pas sur le terme des salariés âgés, mais pourquoi réduire la question des conditions, de l'amélioration des conditions de travail et de la prévention de la pénibilité seulement aux salariés âgés. Moi, je fais l'hypothèse qu'en travaillant sur les conditions de travail et la prévention de la pénibilité pour les salariés âgés, l'entreprise travaille pour l'ensemble des salariés, les jeunes, les plus de 45 ans, qui sont juste en phase de devenir âgés d'ailleurs, maintenant dans les termes. Donc je pense que cette précision et cet amendement est tout à fait intéressant et donc la Commission a émis un avis favorable à cet amendement. Merci, Madame le rapporteur. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Je mets donc aux voix l'amendement 52 rectifié de Monsieur Requier. Quels sont ceux qui sont pour son amendement? Son adoption, pardon. Avis contraire? Il est adopté. Nous en arrivons à 3 amendements en discussion commune, dont le numéro 60 de la Commission. Madame de Montes. Oui, il s'agit, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le ministre, d'un amendement de cohérence. En effet, il y avait un alinéa 29 que je vous propose de supprimer parce qu'il renvoie au décret visant à préciser les domaines d'action
Et donc, il me semble que cet alinéa 29 n'est pas à sa bonne place, donc je vous propose de le supprimer et de créer un autre alinéa qui se situe après l'alinéa 33, puisque c'en est à la fin des modalités, et donc il me semble que le renvoi au décret est plus logique à la fin des modalités. Merci. Amendement 16, Monsieur Marseille. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'accord collectif ou le plan d'action peuvent comporter des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité. Il est également prévu qu'il pourra comporter aussi des engagements dans d'autres domaines d'action. La définition de ces engagements est renvoyée à un décret en Conseil d'État. L'objet du présent amendement est de prévoir que ces autres domaines d'action le soient dans le cadre d'une démarche territoriale de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il s'agit là de satisfaire à une préoccupation constante que le dispositif de contrat de génération soit mis en œuvre au plus près possible du terrain de manière à satisfaire les besoins réels des bassins d'emploi, présents et prospectifs, et de s'articuler avec les programmes des missions locales, maisons de l'emploi et plans locaux pour l'insertion et l'emploi. La territorialisation des contrats de génération est selon nous un enjeu majeur, comme il l'était d'ailleurs pour les contrats d'avenir. Mais alors que le gouvernement l'avait placé au fondement de ce dernier dispositif, il est curieusement, avec la formation, le grand oublié de cette réforme, comme on a pu déjà le souligner dans les interventions. Pourquoi adopter une démarche territoriale pour les emplois d'avenir et non pour les contrats de génération? L'omission est d'autant moins intelligible que la territorialisation du dispositif est imposée par la nécessité, rappelée tant, là encore, par la Cour des comptes que le Conseil économique, social et environnemental, qui demande de cibler ce type de dispositif sur les secteurs d'activité qui en ont le plus besoin. Je vous remercie. Merci. Amendement numéro 30 rectifié, Madame Debré. Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le texte de l'accord national interprofessionnel du 19 octobre 2012 et le projet de loi déposé par le gouvernement prévoyaient que l'accord collectif devrait prendre en compte l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. L'Assemblée nationale a remplacé cette obligation de moyens par l'introduction d'une double obligation de résultat. Assurer la réalisation d'objectifs d'égalité professionnelle d'une part entre les hommes et les femmes, d'autre part dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l'embauche. Une telle obligation exposerait l'entreprise à une éventuelle sanction lorsqu'elle n'atteindrait pas les objectifs imposés. Cela risque d'avoir un effet doublement contre-productif. Les employeurs fixeront des objectifs à minima dans leurs accords collectifs en matière d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Dans les négociations des accords, les délégués syndicaux pourraient avoir des exigences très contraignantes pour les entreprises. Tout cela compromettrait les chances de conclure un accord. En remplaçant le mot « assure » par le mot « contribue à », le législateur sera plus conforme à l'esprit de l'accord qui consiste à accorder une grande confiance au dialogue social à tous les niveaux. Merci, Madame. Avis de la Commission, Madame le rapporteur, sur l'amendement 16 et 30 rectifiés. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, sur l'amendement 16, qui fait référence aux accords de partenariat GPEC territorial. Alors, je voudrais vous rappeler, chers collègues, que ces accords de partenariat de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales sont issus d'un autre accord national interprofessionnel, celui du mois de novembre 2008. Ces accords, d'ailleurs, peuvent être conclus entre de nombreux acteurs, des organisations interprofessionnelles, des regroupements d'entreprises, des collectivités territoriales, des acteurs du secteur associatif, des chambres consulaires, Pôle emploi et j'en passe. Le territoire concerné est aussi de taille très variable. Ça peut être la région, ça peut être le niveau interrégional. Le but de la GPEC territoriale est d'encourager et soutenir dans les bassins d'emploi confrontés à des mutations économiques, des démarches globales ou thématiques pour sécuriser les parcours professionnels d'actifs, employés ou non, occupés ou non. Le taux général moyen d'intervention de l'État est de 33%. L'amendement numéro 16, vise à inscrire tous les domaines d'action prévus par le décret en Conseil d'État dans des GPEC territorialisés, ce qui me semble extrêmement restrictif et dommageable pour le projet de loi qui nous occupe aujourd'hui. Donc il me semble qu'il ne faut pas bloquer le contrat de génération avec des objectifs trop ambitieux, de rajouter
des obligations supplémentaires, et c'est pour cette raison que la Commission a émis un avis défavorable. Pour ce qui concerne, Monsieur le Président, l'avis de la Commission sur l'amendement 30 rectifié de Madame Debré et de ses collègues. Madame Debré, vous l'avez dit, à travers votre amendement, vous fixez une obligation de moyens et non de résultats pour les objectifs d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations, sur lesquels d'ailleurs la Commission des affaires sociales du Sénat a apporté des compléments, puisque nous parlons de la lutte contre les discriminations à l'embauche, mais que nous avons également rajouté et durant le déroulement de la carrière, parce que c'est aussi une réalité. Et en rajoutant cela, nous pensons principalement aux femmes qui n'ont pas forcément les mêmes déroulements de carrière que les hommes pour des raisons qui leur sont spécifiques. Notre commission a précisé que la réalisation de ces objectifs se fait dans le strict cadre des accords contrats de génération. C'est pour cette raison que l'amendement 30 nous paraissant comme un retrait par rapport à la position de notre commission, nous avons émis un avis défavorable. Merci, madame. Avis du gouvernement sur les 3 amendements, monsieur le ministre. Oui, merci, monsieur le président. Madame le rapporteur vient d'être extrêmement précise s'agissant de l'amendement numéro 30 et de l'amendement numéro 16. Donc, je partage le même avis pour les mêmes raisons. Et je veux donner un avis favorable à l'amendement numéro 60, me semble-t-il, de la Commission. Merci, monsieur le ministre. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 60 et je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et nous allons donc procéder aux opérations de vote. Je demande donc à madame et messieurs les secrétaires de bien vouloir procéder au vote. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos et j'invite, mesdames et messieurs les secrétaires, à procéder au dépouillement du scrutin.
Résultat donc du scrutin 96 sur l'amendement 62 à l'article 1 du projet de loi, amendement de la commission. Nombre de votants 178, nombre de suffrages exprimés 178, majorité absolue des suffrages exprimés 90, pour l'adoption 177, contre 1. L'amendement 60 est adopté et en conséquence les amendements 16 et 30 rectifiés tombent. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Nous reviendrons plus largement dans notre édition de 19h sur les contrats de génération. Alors restez avec nous. Bonne soirée à tous.